Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo à quoi j'ai joué au mois d'août ou de août, tout dépendant. Et j'ai joué ici, en fait, pour le mauvais jeu de mots, désolé. Donc, ce mois-ci, j'ai joué à quelques jeux, ça revient un peu plus, je vais dire, standard pour le mois, donc entre 4 et 8 jeux, sensiblement. Donc, contrairement à la dernière vidéo qui avait duré extrêmement longtemps, qui faisait à peu près 3 mois, ben celui-ci, en fait, c'est uniquement le mois dernier. Donc, j'ai joué à quelques jeux. Je vais commencer avec ça, ça c'est joli. Ah, on va le mettre du bon côté. Donc, Flick War, qui est un jeu, on voit la dimension de la boîte un peu difforme. Donc, Flick War, en tant que tel, est un jeu de pichenette, tout dépendant d'où vous venez, dans lequel vous devez envoyer des disques. Faire des collisions avec les disques adverses dans un thème spatial, donc différentes factions avec différentes unités. Donc chacun des disques a un collant sur le dessus qui indique une certaine unité. Chacune des 6 factions, parce que le jeu est jouable jusqu'à 6, chacune des factions a un certain nombre de disques, différents les uns des autres, et les unités, tout dépendant, par exemple, je vais dire la plus petite unité, visuellement parlant, a 3 cartes qui sont reliées à cette unité-là, et en début de partie, vous devez choisir une des 3 cartes, et elles ont des habiletés spéciaux. Donc, chacune des unités, il me semble que c'est 4 par faction, donc ont chacun leur truc spécifique en plus, donc c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Côté matériel, il y a un tapis en néoprène qu'on doit mettre sur la table pour la surface de jeu sur laquelle on va envoyer nos vaisseaux. À 2 joueurs, c'était... 2 joueurs, on a simulé 4 joueurs aussi. C'était, je vais dire, correct. Comme surface de jeu, c'était pas excessif. C'était pas non plus trop petit. Je crois que c'était exactement la bonne grosseur. Par contre, à 6 joueurs, ça doit être le bordel total selon le nombre de disques qu'il peut y avoir. Et en fait, on a la particularité de ce jeu-là, contrairement aux autres jeux dans lesquels on fait des flics, c'est que on peut placer des dômes, donc des demi-sphères sur le plateau ou en dessous du plateau, ce qui donne des vallons un peu partout sur la map, ce qui le rend un peu intéressant à faire des tirs encore plus précis. Donc, j'ai joué 2 parties. En fait, j'ai joué une partie versus en mode découverte, parce qu'il y a comme 2 modes disponibles. Donc, le mode découverte, dans lequel vous avez les unités de base, en fait, déjà prédéfinies pour chacune des factions. Et par la suite, en fait, j'ai joué une partie en coop, parce qu'on peut jouer de 1 à 3 joueurs en coop contre l'intelligence artificielle. Et en fait, on joue avec les règles avancées à ce moment-là, et on bouge aussi l'intelligence artificielle, selon avec un système de cartes qui leur permet de bouger. À ce moment-là, le jeu avait quand même, je veux dire, quand même une bonne note. Visuellement, c'est pas le plus attrayant quand même, mais avait quand même une note intéressante. Et il s'est ramassé avec un 7.1 parce que les règles en coopération sont complètement dégueulasses. On a plusieurs fois, on se dit « Ah oui, ça devrait être ça. Ah oui, ça devrait être ça. Ah, faut pas oublier ça. Ah oui. » Et finalement, l'expérience s'est avérée être « Nous avons une victoire, mais... » Selon le fonctionnement, je dirais aux 3 quarts de la partie, on s'est rendu compte que, oh non, ça fait pas de sens, il faudrait absolument que ce soit d'une autre manière de calculer les déplacements. Ce qui fait que, soit ça aurait été peut-être plus facile, ou soit ça aurait été beaucoup plus difficile. Dans les 2 cas, ça faisait pas de sens. Une fois avancé dans le jeu, il fallait se rendre à un certain point, c'est-à-dire éliminer une des factions. Et en fait, quand on joue en coop, c'est en fait, on joue contre chacun une faction qu'on ajoute au jeu, et chacune des couleurs a une difficulté parce qu'ils ont un certain nombre d'unités qui vont spawner en même temps sur la map, et ça fait que vous pouvez jouer à ce jeu-là, et non, vous n'allez pas aller par exemple de l'autre côté de la table pour faire les flics des ennemis en disant « Ah, je vais me lancer dans le vide ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez des mini-réglettes en fait c'est 3 pouces de longueur, et vous devez, tout dépendant de la carte qui est sortie, avancer telle unité de 2 vers, par exemple, la base la plus proche, vers l'unité la plus proche. Bref, c'est un peu le système. Et tout simplement, c'est assez simple, on prend le disque, on le déplace manuellement comme ça. Ça fonctionne, mais les règles sont très très mal écrites. Il y a aussi le fait qu'il y a un collant dessous le disque qui est collé là. Et ça,
je crois que ça grip un petit peu plus sur le tapis en néoprène, qui est un peu comme la table ici. Donc, c'est un petit peu malheureux. Les tirs sont pas aussi... Oui, la précision pour la ligne droite, mais en termes de force, j'ai l'impression que ça grip trop. Et c'est pour ça que je lui ai donné un 7.1. Probablement qu'à 4 joueurs en versus, il y a aussi la possibilité de jouer en équipe. Donc 2 contre 2, un peu ce qui est le mode co-op, mais vraiment avec des joueurs. Ça n'a pas été essayé, mais en 2 parties, un 7.1 pour le côté visuel qui est très MS Paint, je ne vais pas dire PaintShop Pro, MS Paint pour le visuel de l'ensemble de l'article. Et les dessins sur les cartes et les collants, c'est vraiment pas beau et professionnel. Par contre, le jeu se laisse jouer et le dessous en fait des disques avec un collant, je suis pas convaincu que ça va être totalement efficace. Des très très bonnes idées, mais le livre de règlement a fait que ça nous a brisé un peu notre deuxième partie côté expérience. Par la suite, j'ai joué une partie de Expo 1906. Donc, visuellement, c'est très peu attrayant. Si vous avez vu le déballage, en fait, de cet article-là, vous savez que le plateau de jeu a de la misère à sortir de la boîte tellement c'est mal organisé. Bref, on a joué une partie à 4 joueurs. J'ai compris un peu, quand j'ai survolé les forums, surtout côté règlement avant, un peu pour voir s'il allait avoir quelque chose de très accrocheur ou souvent qui est game broken, donc qui brise le jeu littéralement. Quand c'est indiqué, enlever telle carte, ça règle le problème, souvent les retirer avant même que ce cas-là arrive dans notre équipe, parce que dans notre équipe de joueurs, parce que souvent, au nombre de jeux qu'on peut jouer, on finit toujours par trouver ces genres de mécaniques-là qui forcent un peu le jeu dans une direction un petit peu dommage. Et en fait, c'était plus une question de règlement dans laquelle vous avez chacun un deck de cartes identique initialement. Donc chacun a ses cartes et à ce moment-là, c'est que le premier joueur va jouer une de ces 6 cartes. Et le deuxième joueur ne peut pas jouer la même carte que le joueur qui vient de jouer et non pas les joueurs qui viennent de jouer. Dans la compréhension des joueurs que j'ai vus sur les forums, eux pensaient qu'ils n'ont pas le droit de jouer la carte qui a été jouée précédemment dans le tour. C'est pas exactement le même principe. Parce que sinon, ça veut dire que le premier joueur joue une carte que le deuxième ne peut pas jouer. Le deuxième joue une carte que le troisième ne peut pas jouer la première et la deuxième carte. C'est pas comme ça. Il peut juste pas jouer la carte du joueur juste précédent devant lui. Ce qui fait que ça permet une certaine stratégie de voir, ok, lui il va probablement faire ça, donc je ne vais pas jouer celle-là tout de suite, je vais le faire après, ce qui va bloquer le tour du joueur qui vient après moi, parce qu'en jouant à cette carte-là, lui ne pourra pas le faire. Donc, c'est un peu le principe, et ça se joue avec des polyminoses, donc certaines petites formes différentes, et on doit mettre ça sur un certain plateau. Il faut alimenter des projets, donc d'une exposition en fait électrique, à vapeur. En fait, il y a plein d'inventions lors de cette exposition-là, et il faut avoir le plus de points. Il y a aussi un autre track possible dans lequel vous pouvez faire des points de victoire, qui est en fait, c'est plus, je vais dire, la renommée un peu, quel est le plus avancé technologiquement dans telle sphère ou utilisant tel matériau, ce qui fait que ça vous donne des points bonus. Visuellement, le jeu n'est pas... La boîte, ça vend absolument rien. C'est dégueulasse. Par contre, le jeu lui-même, il y a quelques petites ambiguïtés au niveau des règles, comme par exemple, le paquet de tuiles, c'est pas projet, c'est technologie. Normalement, on peut prendre celle qu'on veut. Tu dis, je vais acheter une technologie, on prend la pile, on les regarde, ok, c'est celle-là que je prends. C'est tellement mal formulé dans le livret qu'on pensait qu'on devait faire 2 piles, parce qu'il y a 2 piles sur le plateau. Et en fait, c'est les 2 visibles. Si on en achète une, la nouvelle est visible, on peut acheter entre ces deux-là. On pensait que c'était ça. Ça fait aucun sens. Donc, on s'est créé nous-mêmes des propres règles. C'est pas indiqué de... On peut aller piger comme on veut. Pas directement comme ça. Il fallait aller voir donc sur les forums pour voir. Donc, on n'a pas joué de cette façon-là. On a plutôt joué avec les 2 piles, ce qui fait absolument pas de sens. Donc, ça change un petit peu la dynamique du jeu, bien sûr. Mais, somme toute, le jeu, je lui ai donné un 7.3. Il y a quand même de la rejouabilité, notamment au niveau d'un des projets et surtout de la forme que vous allez utiliser.
et aussi des matériaux qui sont disponibles parce qu'il y a une entrée de matériaux qui arrive par train et on doit choisir dans ces matériaux-là. Et si vous n'avez pas les matériaux nécessaires pour faire le projet, ben, probablement que vous n'allez pas prendre celui-là. Donc, et en plus de ça, chacun des plateaux de couleurs de chacun des joueurs est un peu différent. Donc, ben, ils ont tous la même grosseur, mais il y a certaines parties où on doit faire le ménage, je vais dire ça comme ça, avant de pouvoir construire dessus. Et ils sont tous un petit peu à des endroits différents sur tous les plateaux des joueurs. Donc, un 7.3 pour Expo 1906. Par la suite, j'ai joué un jeu en fait qui a été joué extrêmement souvent ici, qui s'appelle Perudo. Donc, ça vient dans un petit sac comme ça. Donc, c'est Liar's Dice, on va dire ça comme ça. C'est presque la même chose, sauf qu'il y a des têtes de toucan qui servent de 1, qui permettent d'être des wild dans une certaine version du jeu. Et on peut aussi diviser le nombre de dés par 2 pour avoir le nombre de têtes de toucan, donc des pacos. Et la version, je l'aime bien, celle-là, c'est des dés en... des gobelets en plastique dur. Les dés sont super bonne facture, sont un peu petits, mais au moins ça fit quand même dans les gobelets. Il y a un couvercle pour tenir tout ça, c'est pas juste pêle-mêle dans le sac comme ça. Donc, Perudo, c'est un 7 à coup sûr. C'est pas un jeu qui est extrêmement difficile. C'est un jeu qui peut être très 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 rapide. La seule chose, c'est que, tout dépendant avec quel groupe vous jouez, si vous êtes capable de bluffer, souvent, c'est un peu la nature du jeu. Si vous bluffez bien, ça va bien aller. Par contre, plus vous jouez avec le même groupe, plus le monde connaisse un peu vos aptitudes à bluffer ou à ne pas bluffer, et ça change un petit peu la dynamique. Ce qui fait que, pour ma part, ben, je lui ai donné un 7 sur 10. Par la suite, il y a eu une partie solo de diffusée de Flashpoint Fire Rescue, donc le jeu de pompiers. La note est toujours la même, 7.7 sur 10, donc de bonnes factures, des bonnes petites figurines qui ont, malheureusement, les socles ont un petit peu wavé à la chaleur ou durant le moulage. Donc ça, les deux sont très 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 génériques quand même. Les jetons sont de bonne facture, une bonne épaisseur quand même. Le visuel, il faut aimer, ça a un certain type aquarelle un peu comme visuel, mais ça fonctionne très bien. Les personnages n'ont pas nécessairement de visage non plus, ça fait moins mal au cœur quand on les perd dans le feu, donc des victimes. Et en fait, le jeu, que ce soit d'avoir fait une partie à 2 joueurs, d'avoir fait une partie solo en simulant 3 joueurs, dans les deux cas, ça a très bien fonctionné. Une victoire, une défaite. Défaite crève-cœur limite, mais quand même une défaite. Et avec le nombre d'extensions, je crois que sa note va quand même monter. Par contre, je ne les ai pas encore essayés, je suis toujours avec le jeu de base, et il me reste encore à essayer la version avancée qui va peut-être faire monter sa note, mais je pense pas que ça la fasse descendre, parce que si la variante, on va dire avancée, est pas si intéressante à jouer que ça, qui rajoute trop de complexité pour enlever du plaisir, ben tout simplement j'ai juste à ne pas y jouer et de rester à 7.7. Donc, c'était Flashpoint Fire Rescue. Le prochain, c'est un titre extrêmement intéressant. En fait, ce que je veux dire par là, c'est on ne sait jamais quand un jeu peut paraître super joli, avec des super bonnes idées, et au final, laisser un goût amer, comme quoi il manquait de développement clairement dans le jeu. Les idées sont sorties, c'était le premier jeu d'une compagnie en tant que tel, donc leur premier Kickstarter. Et il s'agit de Moonshiner of the Apocalypse. Prémisse louche. Donc, en fait, c'est que il y a eu un apocalypse dans une certaine époque, donc des Moonshine 1920-30. Prohibition, probablement peut-être 40 même. On voit que je connais mon histoire. Hein? Donc, ça. Et en fait, c'est qu'il y a eu des champs de maïs qui ont... Vu qu'on commence à faire du moonshine avec du maïs, donc on doit prendre possession, découvrir la map, aller échanger des trucs avec je vais dire le boss du village, le maire du village qui est Earl
ou quelque chose comme ça, un nom bizarre de personnage louche. C'est un vieux papy. Bref, la mécanique initiale était d'avoir le plus d'or à la fin du jeu pour pouvoir prendre une montgolfière et de s'évader de ce territoire-là. Déjà, ça fait pas vraiment de sens parce que tout le long du jeu, vous allez éliminer, d'une façon bizarre que je vais vous expliquer un petit peu plus tard, vous allez éliminer des ennemis, vous allez découvrir des lieux, vous allez bâtir des bâtiments, quand même, c'est concept. Après ça, vous allez récupérer des ouvriers que vous allez envoyer sur les lieux sur lesquels vous avez découvert et que vous avez construit des bâtiments pour récolter des ressources qui vont vous donner de l'or pour pouvoir quitter. Après avoir fait tout ça, je pense que ça vaut même pas la peine de quitter. Vous avez tout fait le ménage qu'il fallait faire au lieu de quitter. Ça fait pas de sens. Bref, le but, on s'entend qu'il est très abstrait. Il aurait pu juste dire celui qui est le plus riche en fin de partie gagne. Ça aurait été ça, puis ça aurait été très correct aussi. Donc le visuel du jeu est quand même intéressant. C'est des personnages un peu loufoques, artistiques quand même, des grands, des petits. Les figurines sont clairement pas à l'échelle, ça fait pas de sens. Le plus petit personnage, en fait, est pratiquement la même grosseur que le plus gros personnage. C'est juste que le plus gros personnage est plus large. Tu sais, ça fait pas vraiment de sens visuellement parlant sur la map. Les figurines ont tous la même couleur et les modèles, tout dépendant de quel personnage vous avez, sont pas tout à fait réussis. Par la suite, là c'est là où ça commence à se corser un petit peu. Les règlements ne sont clairement pas infaillibles. Il y a plein de petits gaps un peu partout qui rendent l'expérience de jeu à se dire, parce que peut-être que ça vous arrive dans vos groupes de jeu. Bon, là, ici, il y a deux choix. C'est soit c'est ça ou soit c'est ça. On va voter pour savoir quel on va prendre, puis on va jouer comme ça pour le reste de la partie parce que c'est pas expliqué. Et en plus de ça, sur Board Game Geek, entre autres, la question n'a jamais été posée. Donc on doit nous-mêmes statuer une réponse à notre question pour finir notre partie le plus correctement possible. Ça, d'aller avoir une question qui n'est pas répondue dans les règles, ok, je peux vivre avec ça. Qu'elle est diffusée sur Board Game Geek, je vais dire de façon récurrente, tant qu'il n'y a pas de deuxième édition du jeu, ok, fine, je l'ai, j'ai ma réponse, je peux continuer à jouer. Quand il n'y a pas beaucoup de questions de poser, ça merde un petit peu. Donc, par la suite, le système de plateau personnel avec, bref, certaines sections qui sont très mal expliquées dans le livret de comment tout ça fonctionne. On finit par le comprendre une fois qu'on avance dans le livret d'instruction. Donc, c'est très, très mal écrit. En plus de ça, il y a deux plateaux que les habiletés correspondaient pas avec le personnage. Donc, dans le livret de jeu, il y a une instruction parce que l'habileté spéciale de chacun des personnages, malgré que le plateau est très, très gros, il y a une petite section dans le bas à droite de chaque plateau qui est 3-4 icônes qui indiquent ton pouvoir spéciaux. Ça te tentait pas plutôt de juste l'écrire au long, comme dans le livret d'instruction? Ça aurait été correct, là. T'sais? Mais non, là, ils sont allés avec l'iconographie, que si tu t'en souviens pas, il faut prendre le livre d'instruction, regarder, parce qu'il n'y a pas de carte d'aide, évidemment. Donc, il faut ouvrir le livret, première page, l'histoire, puis en dessous de ça, les personnages du jeu. Ben, à côté de ça, il est marqué leurs habiletés. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est basic comme problème. Par la suite, vous avez le comportement du jeu. Au final, ok, le jeu a un 6.6. Je vais le dire tout de suite pour être sûr et certain de ne pas l'oublier. Un 6.6. Les mécaniques sont pas mauvaises. Là où ça a été correct, c'est que selon tous les joueurs ont eu sensiblement une stratégie assez différente dans ce qui est disponible pour arriver à 1, 2 d'or de chacune presque des positions environ. Donc, ce qui fait que le jeu, on va dire, est quand même bien balancé. Par contre, là où il y a un problème donc avec ce balancement-là, c'est que vous essayez de vous créer une machine, c'est-à-dire vous récoltez du maïs
qui va être converti en moonshine, qui va être converti en or. Pour arriver à ce résultat-là, ça vous prend plusieurs étapes, c'est-à-dire découvrir un champ de maïs, construire sur le champ de maïs, aller combattre des ennemis pour avoir des ouvriers, les mettre dessus. Après ça, faire ça 3 fois, et en plus de ça, on doit payer je vais dire, c'est de la scrap, donc tout ce qui reste de matériaux, de n'importe quoi, ben c'est ce qui est utilisé pour construire donc les bâtiments. Et vous en avez besoin, et ça peut être converti automatiquement aussi en fin de partie, selon un ratio de 8 pour 1. Bon, on le sait déjà depuis le début. Donc, de faire une stratégie d'aller uniquement essayer de ramasser des scraps pour le convertir en fin de partie est tout aussi fonctionnel que d'essayer de créer en fait, la chaîne de modification, donc vraiment du produit brut à aller à l'or, de faire ça tout au long de la partie, qui commence à récolter en mi-partie, pour que ça finisse à peu près égal, ce qui est la même chose que si vous aviez pas de maïs, que vous l'achetiez, je vais dire à Oncle Earl, qui est le personnage en fait central du plateau, faites des échanges avec lui pour aller chercher du maïs de cette façon-là, sensiblement vous arrivez à 1 point ou presque de différence. La façon dont vous allez réussir à faire ça, c'est qu'il y a deux ou 3 trucs qui est intéressant. Donc, première des choses, combattre les ennemis. Combattre les ennemis, en fait, c'est il faut les faire boire le plus possible et nous boire le moins possible pour ne pas tomber hangover. C'est un peu ça le principe des combats. C'est même pas des points de vie, c'est pas une denrée de l'attaquer. Non, on boit ensemble, j'ouvre une bouteille, voici, ça prend des dégâts, on roule des dés, t'as bu tant, j'ai bu tant, t'es-tu tombé, pas encore, moi non plus, on continue. C'est un peu ça le principe. Donc, évidemment, avec quelques petites variantes, mais grosso modo, le système de combat, c'est ça. Il y a des ennemis un peu plus difficiles, il y a des ennemis un peu moins difficiles. Les ennemis vont respawner tout le temps, et il peut en avoir sensiblement 15 en même temps sur la map, sur 22 espaces. Ça commence à faire beaucoup. Donc, et on peut faire 2 combats maximum par tour. Vous voyez à peu près le genre que ça sera jamais vide. Et ça nous amène à un autre problème, c'est que dans une version Deluxe, la version Deluxe, ils ont décidé de nous donner des figurines de plastique qui correspondent aux ennemis qu'on va combattre. Ils nous ont donné des bases de couleurs correspondant au type d'ennemis qu'on va battre. Parce qu'on a des bleus, des verts et des rouges. Tout dépendant de la difficulté. Sauf que la problématique qu'on a, c'est que comme les figurines sont tous génériques, ben vous ne savez pas sur lequel vous êtes en train de faire, je vais dire, des dégâts. Ça fait aucun sens. Il y a les cartes d'ennemis qui sont à côté du plateau, mais mettons que j'ai 2 vertes puis que j'ai 2 ennemis verts, comment je fais pour savoir que c'est lui que j'ai attaqué ou lui? Ça fait pas de sens. Donc, ceci étant dit, le matériel de la version Deluxe, y compris toutes ces figurines-là, sont 100% inutiles. La seule chose pour laquelle ça serait utile, c'est de mettre la carte sur le plateau de jeu qui couvre absolument toute l'image et tous les bénéfices et tout ce que vous avez à faire sur la tuile, et de mettre la figurine par-dessus. Mais rendu là, la figurine, ça ne sert strictement à rien parce que la carte est là. Donc, les figurines sont totalement inutiles. J'ai payé pour ça. Ça fait partie du 6.6, vous voyez. Il y a aussi le fait que toutes les ressources ont été converties de jetons de carton à des jetons en bois semi-moulés. En étant moulés, ils n'ont pas voulu en mettre autant que prévu et ils ont fourni des collants qu'on doit mettre sur les bouts ou sur les ressources pour dire « Ah, ça devient mettons, un 4 maïs. » Mais les collants sont trop gros pour les ressources. Donc, les collants servent strictement à rien. Et là, au lieu de nous fournir les jetons préimprimés en carton, qui, eux, ont des x2, des x4, ou même des x5, je pense, au lieu de fournir ça en plus de la version Deluxe, on n'a pas ça. Donc, tous les joueurs de la version Deluxe ont dû se réimprimer des petits cercles correspondant à des x2 ou des x3 de chacune des ressources, par exemple, ou pas. Juste, ça correspond à des x2, ça correspond à des x3. Et en les mettant, tout simplement, là-dessus, ben, la ressource devient un 2 ressources ou un 4 ressources, par exemple. Et ça a été trouvé par un utilisateur, même pas par les créateurs. Très, très, très décevant. Nous, ce qu'on a fait,
J'avais des mini-verres à shooter en plastique. Là, tout simplement, ça sert normalement à mettre une figurine dessus pour pouvoir peinturer. Mais j'avais ça et on a dit, ben, quand on est rendu à 4 ressources, ben, on le prend, on le met dans le gobelet. Si dans le gobelet, ça veut dire que le jeton qui est dedans vaut 4 en réalité. Fait qu'on a étalé comme ça. Ce qui est à côté vaut tout des 1, ce qui est dans le gobelet vaut 4. That's it. Fait qu'on a pu se débrouiller avec ça, mais je peux pas remettre mes gobelets dans l'insert parce que ça rentre pas. Donc, je suis obligé de les laisser en dehors, ce qui fait que si je traîne ma copie à quelque part, ben, il va falloir trouver une autre façon, encore une fois, d'avoir des fois 2 fois 4 parce qu'on va manquer de ressources. Je crois que j'ai assez parlé de ce titre-là. Donc, malheureusement, 6.6 qui a été... il y a eu une certaine déception. Il y a des bons concepts, mais malheureusement, je dirais que la cuisson était très mal évaluée du produit et ça l'a sorti comme ça. Par la suite, j'ai joué en fait à mon premier jeu à vie de ce Fast Forward, donc la série Fast Forward. J'ai joué à Fortune, donc j'avais eu dans un bundle de 5 gros jeux, 5 petits jeux. Et en fait, Fortune est un jeu dans lequel vous prenez le paquet de cartes, vous le mettez au centre de la table, vous pigez la première carte, il y a des instructions, vous les mettez de côté. Vous pigez la deuxième carte, c'est encore des instructions, vous les mettez de côté et vous commencez à jouer tel quel. Donc ça vous indique piger des cartes, chacun pige une carte. Et quand on tombe sur une prochaine carte de règlement, on arrête, on la lit, bon, et tout ça. Et en fait, le jeu, je lui ai donné un 7.4 parce que malgré que les gens pensent qu'une fois qu'on a passé à travers du deck, le jeu est terminé, on ne peut plus jouer, donc ça fait un peu penser à ça, c'est que le jeu, une fois qu'il est terminé, vous faites juste enlever les cartes de règlement que vous gardez de côté et tout le reste, vous le mélangez ensemble et ça vous donne quand même votre paquet de jeu normal. Donc, vous pouvez jouer n'importe quand, n'importe comment avec des gens qui connaissent déjà les règlements complets. Parce que le jeu, en allant de la carte numéro 1 à 90, vous ajoute certaines règles à mesure et même en change d'autres selon certaines cartes qui vont sortir. Et c'est comme ça le principe de Fast Forward, je pense. Mais celui-ci, Fortune, faisait appel à des calculs mentaux si vous n'êtes pas là. De calculer des multiplicateurs x2. Normalement, les scores vont peut-être jusqu'à 80 au maximum. Donc, faut quand même être capable de calculer jusque-là pour voir quel est le meilleur score possible. Et tout simplement, vous devez ne pas perdre le round. C'est un peu ça. Donc, ça pourrait être un jeu même à élimination qui joue quand même rapidement. C'est-à-dire qu'il y a juste un perdant. Il y a une règle pour définir le perdant. Mais il n'y a pas de règle pour départager le gagnant. Donc, s'il y a des gens qui ont exactement le même score, ben c'est des gagnants. On a juste besoin d'un perdant. Donc, nous, ce qu'on a fait, à mesure qu'on passait dans notre partie à 3 joueurs, j'avais des jetons de poker que j'ai pu donner. Les gagnants avaient un jeton d'une telle couleur et le perdant avait un jeton d'une telle couleur. Si jamais tu n'es pas le gagnant ni le perdant, tu récupérais juste pas de jetons. Et à la fin du deck, on a pu dire, moi j'ai eu tant de jetons, tant de victoires, bon, donc je suis celui qui a gagné le jeu, tout simplement. Sinon, on départage par celui qui a eu le moins de défaites, ce qui fait que c'est lui aussi le gagnant. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est pas défini dans les règles du jeu de le calculer comme ça. Tout ce qui nous indique, c'est il y a un gagnant, il y a un perdant, voici comment déterminer le perdant. Donc, comme je dis, ça pourrait être utilisé comme un jeu d'élimination pour savoir, par exemple, à quoi on joue ce soir. Ça serait quand même assez rapide. On fait une manche ou deux, on tourne, on tourne, on tourne. C'est extrêmement rapide une fois qu'on connaît le principe du jeu. Un round peut prendre 2 minutes, 3 minutes, selon les calculs, évidemment, qui en sortent, à peu près 5 minutes gros max. Donc, à chaque tour, vous éliminez un joueur. Donc, ça peut quand même bien se faire. Donc, Fortune, qui malheureusement a été très mal coté, mais pourtant a un replay value qu'il faut voir et que personne semble avoir vu. Donc, un 7.4. Et le dernier jeu que j'ai joué ce mois-ci dans une partie à 3 joueurs, qui s'est soldé par une victoire, et ça a été The Reckoneers, qui est basé sur une bande dessinée, si je ne me trompe pas. Et en fait, The Reckoneers, très gros jeu avec du matériel. J'avais la version de luxe, donc j'ai des trays moulés. Je crois que c'était aussi ça dans la version de base. J'ai des jetons en métal, des gros cubes en métal, des cylindres et tout ça. Franchement, de toute beauté. Les figurines peintes, ce qui est quand même bon, un bonus qui n'est pas extrême parce qu'il y en a à peu près comme 8. Et tout ça, quelques petits trucs avec peut-être les jetons métallisés là, pour les sliders, qui est peut-être un petit peu
un petit peu compliqué, un petit peu plus raide. Ça va avec l'utilisation, je pense, du jeu. Et le jeu, une fois slivé, ben, dans le plateau dans lequel vous avez l'offre du vendeur, les cartes rentrent pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça rentre à la serre et c'est pas l'idéal. Donc, à part de ça, les mécaniques de jeu, c'est extrêmement bien. Un jeu co-op dans lequel vous avez des humains normaux qui combattent des super-héros. Il faudrait dire, par exemple, contre Superman, entre autres, qui serait rendu méchant. Mais vous bougez des humains qui n'ont pas de super-pouvoir. Et avec tout ça, vous avez des gros dés imprimés de super belle qualité, translucides, sont super jolis. Et vous allez en récupérer de plus. C'est un peu un dice shocking. Quand même des mécaniques intéressantes par rapport à ces dés-là, aux possibilités que vous pouvez faire. Plein de petits ennemis qui vont spawner, des sous-boss que vous devez éliminer, qui eux boostent le boss. Et le boss, ben, fait extrêmement mal aussi. Et le but, c'est d'éliminer le boss. Et au lieu d'avoir, par exemple, de faire des dégâts, et c'est uniquement comme ça, vous pouvez aussi rechercher la faiblesse des ennemis, qui fait que leur point de vie est réduit automatiquement à un certain nombre. Donc, c'est quand même assez intéressant comme mécanique. Ça vous permet de faire deux choses en même temps. Donc, vaut mieux plutôt préconiser de l'affaiblir et de faire des dégâts par la suite que d'essayer de lui faire perdre tous ses points de vie. Par contre, le ratio en tant que tel de tout ça, c'est que vous avez les dés ont la même probabilité d'avoir donc une recherche ou bien un dégât. Par contre, si vous faites des recherches, par exemple, ça va vous prendre 4 recherches pour descendre de 4 points de vie le boss. Vous allez dire, ouais, c'est pas mal la même chose des deux côtés, mais finalement, non. C'est pas exactement le même résultat parce que si vous roulez vos dés, ben, il y a des personnages qui peuvent, en fait, certains dés qui peuvent avoir peut-être plus de recherche ou plus d'attaque. Donc, ça vaut peut-être la peine de regarder pour ça. On avait quand même une team extrêmement efficace, on s'est tous complétés, donc ce qui nous a valu quand même une certaine victoire. Peut-être qu'on a omis ou brouillonné certaines règles, ce qui n'est pas impossible non plus, mais au final, je pense que c'était quand même extrêmement efficace, le contenu super joli. Par contre, il y a plein de plateaux, plus on joue de joueurs, plus on rajoute de plateaux sur la table, ce qui fait que ça doit commencer à être assez compliqué de faire le tour de tout ça, et le boss doit devenir extrêmement puissant très rapidement, peut-être même trop rapidement. À 3 joueurs, ça me semblait bien. 4, je pense, étant le maximum à lequel j'irais, parce que sans ça, ça commence à être trop de... Pas nécessairement de mathématiques, mais trop de manipulation. Ok, tel gars va rajouter tel ennemi là et tout ça, ça va trop en faire pour le type de gameplay que ça a. Et en fait, tout le monde joue en grande partie simultanément. Ce qu'il faut aussi donc regarder là-dedans, c'est que il faut quand même avoir une certaine discussion. Parce que si vous ne vous parlez pas, c'est fort possible que ça ne fonctionnera juste pas. Parce qu'il y en a un qui va partir, il roule ses dés, il fait ses trucs, et finalement, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Donc, avec tout ça, The Reckoneers, je lui ai donné un 8 sur 10, qui a fait quand même la meilleure note du mois. Évidemment, les composantes et tout ça. Je crois que les personnes avec qui j'ai joué vont lui donner aussi sa note quand même assez intéressante. D'un, on a vu que c'était possible. On a joué en version normale et on perdait, on était sûr qu'on allait perdre, et tout d'un coup, le vent a tourné parce qu'on a commencé à bien jouer, à bien rouler. Donc, ça permet un peu ce type de gameplay-là avec une certaine, je veux dire, émotion à la clé. Donc, ça fait le tour de tout ça. Donc, c'est ce qui clôt le mois d'août. Donc, tout ce qui a été joué comme jeu de société. Et on se dit à la prochaine. Donc, à quoi j'ai joué pour le mois de septembre et le mois prochain. Bye bye! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.